Alors, écoutez, je vais essayer de partager avec vous un certain nombre d'idées, hein, sur, je voudrais d'abord vous parler de la nécessité de transformer parce qu'au fond, c'est important qu'on en ait tous la même sensibilité sur on ait un ou 2 sensibilités, je dirais, assez proches sur ces questions-là. Et puis après, bien évidemment, on parlera d'énergie, hein. Et puis je reviendrai peut-être un petit peu après, si j'ai le temps, sur, l'importance que nous agissions, par-delà le contexte national, hein, et tout ce que le gouvernement peut faire de son côté. Voilà, avec un rôle tout à fait éminent de la société civile, j'y reviendrai. Alors, pourquoi faut-il transformer nos mobilités? Parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent très bien. Ça nous a permis quand même collectivement d'arriver à des développements assez intéressants, et il ne s'agit pas de tout rejeter, bien sûr, dans ce qui a été construit au fil des siècles, mais d'en tirer au contraire pas mal d'enseignements. Bon. Alors aujourd'hui, on est amené à transformer, et je crois qu'il y a un relatif consensus là-dessus, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons qui, aujourd'hui, ne sont pas vraiment complètement attaquées. Les premières sont des raisons sanitaires, et en particulier dans les villes. Première classe, il est évident que les questions de bruit liées à la nature même des motorisations que l'on utilise aujourd'hui, les problèmes d'accidents, que vous connaissez bien aussi, malheureusement, et surtout les problèmes de pollution que l'on connaît, mais il faut y rajouter les problèmes de sédentarité, hein, ce qui est certainement aujourd'hui une des raisons importantes pour lesquelles dans les villes, grandes villes en particulier, mais aussi dans les villes moyennes, il est important de réfléchir à une transformation de nos modalités de transport. Et de modalités, là, je parle des personnes, bien évidemment. Ça, c'est essentiel, hein. Cette dimension sanitaire, elle est là. Je rappelle pour ceux qui ne l'avaient pas vu passer qu'en octobre 2019, la France a été condamnée, l'État français a été condamné par la Cour européenne de justice pour, selon l'arrêté, insuffisance d'action depuis 10 ans dans la limitation des pollutions de nos villes. Et c'est vrai, aujourd'hui, moi qui suis un observateur de questions depuis plusieurs années, j'observe que nous avons sur ces questions-là décroché par rapport à beaucoup de pays environnants qui ont mis un accent plus fort sur ces questions-là. On l'évoquait hier dans une conférence là, avec l'école de commerce, et c'est vrai qu'en France, ça n'est pas vu comme une priorité nationale. Même si l'OMS nous alerte sur le fait qu'on est très, très régulièrement, non seulement en dessous des normes européennes, mais bien en dessous des normes de l'OMS sur ces questions de pollution. Donc, il y a quelque chose à faire. Ce qui est assez étonnant, c'est que globalement, il y a une sorte d'acceptation, en définitive, des populations sur ces questions, qui est très étonnante, parce qu'en général, lorsqu'on parle de la santé des personnes, il y a une certaine sensibilité, et là, on s'habitue en quelque sorte à ce que nous soyons dans une situation qui, globalement, n'est pas satisfaisante, et en tout cas devient de moins en moins satisfaisante quand on se réfère aux améliorations notables qui ont été faites dans des pays voisins notamment. Ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas. Si, on progresse. J'avais récemment une réunion avec la direction générale qui s'occupe de ces questions. Bien sûr, on progresse, mais on progresse moins que d'autres parce qu'on y met moins d'attention. Voilà. Donc ça, un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment le dossier environnemental. Alors, dans le dossier environnemental, il y a beaucoup de choses, hein. Bien évidemment, il y a des impacts sur la biodiversité, il y a des impacts sur l'eutrophisation des sols, etc. Mais la dimension majeure est quand même devenue aujourd'hui celle du climat, sur lequel il y a peut-être quelques climato-sceptiques parmi les 100 personnes qui suivent l'émission. Il y en a quand même de moins en moins, et je pense que la base scientifique sur laquelle les climato-sceptiques peuvent s'appuyer se réduit de jour en jour. Je rappelle que ces questions de gaz à effet de serre, c'est en 1896 qu'Arrhenius a mis en évidence le phénomène en travaillant sur la vapeur d'eau, sur du CO2, et qu'il a montré globalement que si la concentration de CO2 dans l'atmosphère était multipliée par 2, il avait calculé à l'époque, avec les moyens du bord de l'époque, avec le vocabulaire de l'époque, il avait calculé que la température moyenne à la surface de la planète augmenterait de 5 degrés. Et il s'en réjouissait puisqu'il disait, étant suédois lui-même, on va faire du vin en Suède et c'est formidable. Alors on a un regard un petit peu différent aujourd'hui, mais on ne dit pas grand-chose de différent de ce que Arrhenius a dit.
C'est-à-dire que nous, on est en train de passer à un niveau de concentration de CO2 dans l'atmosphère de 420, voilà, on a dû dépasser les 420 ppm. Le niveau historique depuis des dizaines de milliers d'années était 280. Donc, vous voyez, doubler, ça nous amènerait à 560. On n'y est pas tout à fait. Et ce qu'on dit, c'est que globalement, les scientifiques d'aujourd'hui nous disent, voilà, ça devrait se traduire par des augmentations selon les scénarios qu'on a, entre 2,5 et 4,5 degrés. Donc, on n'est pas très loin d'Arrhenius. Et moi qui ai pas mal suivi ces questions-là, et notamment suivi les travaux du MIT, où il y avait pas mal de gens qui contestaient un petit peu cette approche-là, ils ne le font plus trop d'ailleurs, mais c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être d'autres sources, il y a peut-être d'autres sources d'évolution de la température de la science, sauf qu'on ne sait pas les nommer. Donc, on ne sait pas les nommer, on ne sait pas les identifier, et que ça n'est ni avec les phénomènes volcaniques, ni des ceci, ni des cela, qu'on arrive à expliquer finalement cette augmentation du niveau de CO2. Donc, il y a une vraie question, et j'ai donc eu le plaisir, moi, d'être associé aux travaux de l'ONU sur ces questions, puisque j'avais été mandaté par la présidence française et par le secrétaire général des Nations Unies pour, justement, avec un collègue hollandais, participer en 2015 au moment de la COP21 et amener justement le regard de la société civile dans ces négociations intergouvernementales, puisque les COP, les Conference of Parties, comme on dit dans le vocabulaire de l'ONU, sont intergouvernementales, il n'y a pas de société civile. Et là, en 2015, la France a voulu qu'il y ait justement l'intervention de la société civile pour montrer au gouvernement qu'il y avait des solutions, qu'il y avait justement des populations qui ont envie d'avancer. Et bon, ça a plutôt bien marché, puisqu'il y a eu ce fameux accord de Paris qui est quand même intéressant. Mais voilà, ce que j'observe quand même sur ces questions-là au niveau international, c'est que on a bien un petit peu avancé avec l'accord de Paris, mais que depuis, on est quand même un petit peu en deçà des attentes. Et nous y reviendrons bien évidemment. Et là-dessus, la question des énergies est absolument essentielle. Absolument essentielle. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas les seules raisons pour lesquelles il faut transformer. Il y a aussi des raisons économiques. J'en mentionnerai deux, il y en a plusieurs, mais il y en a au moins deux qui sont très importantes parce qu'elles sont palpables. C'est effectivement le coût de la congestion, en particulier dans les villes, les très grandes villes, et en particulier sur un certain nombre d'axes vraiment très importants. Très bien. Et puis, il y a surtout celui aussi du déficit commercial. Un pays, déficit commercial énergétique, des pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, ce qui est notre cas. Alors, depuis les années 70, on répète qu'on n'a pas de pétrole, mais qu'on a des idées, ça c'est sûr. Alors, on en a. Alors, il faut les mettre en action après. Mais si je prends un pays comme la France, on a un déficit de la balance commerciale purement énergétique, qui avoisine les 50 milliards d'euros. C'est colossal. Alors aujourd'hui, les milliards, on embrasse pas mal, donc on est peut-être un peu moins sensible, mais c'est énorme. Et c'est surtout énorme si vous ramenez ça à une quelconque estimation de ce que pourrait être une activité partiellement au moins rapatriée chez nous en termes d'emploi. Voilà. Mais j'insiste beaucoup sur cette notion-là. Elle est parfois un petit peu oubliée, parce qu'on est tellement habitué à avoir du pétrole qui arrive depuis des raffineries, etc., etc. Et puis derrière tout ça, il y a aussi des questions politiques. Elles sont importantes. Elles sont importantes en fait depuis le début, c'est-à-dire depuis que nous utilisons du pétrole pour le transport, avec toutes les questions de géostratégie qu'on connaît. Et vous savez bien que périodiquement, comme le pétrole est surtout présent dans des pays qui ne sont pas toujours d'une stabilité phénoménale, ne sont pas toujours nos amis, etc., crée quand même énormément de pression sur l'économie du monde occidental, d'une façon générale, et en particulier de la nôtre. Donc, n'oublions pas ça. Il y a toutes ces raisons qui font que le statu quo n'est pas quelque chose de bon. Voilà, c'est la chose. Alors après, il y a d'autres raisons, parce que tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, c'est une manière de corriger des défauts. Et en général, moi, ça ne me satisfait pas parce que j'entends toujours ça dans les conférences, dans les réunions, etc. Mais si on veut changer, c'est aussi pour aller vers des choses meilleures que n'offre pas la situation d'aujourd'hui. Alors, elles ne sont pas toutes liées à la question d'énergie, mais quand même. Moi, je roule beaucoup en électrique. Il est évident que le plaisir de rouler en électrique n'a rien à voir avec celui de rouler dans un véhicule traditionnel.
hein, et je pense que beaucoup d'entre vous qui ont fait l'expérience l'ont déjà vu, et en particulier dans tout ce qui est situation urbaine, semi-urbaine, l'électrique est quand même extrêmement agréable, mais extrêmement agréable. Donc, il ne faut pas l'oublier. Un confort de conduite, confort d'accélération, de couple quand on a besoin, etc., qui sont vraiment intéressants, et y compris dans nos territoires non plus urbains, mais de montagne, où parfois c'est assez agréable d'avoir du couple. Bien. Et puis, il y a d'autres choses, évidemment. Le transport, le domaine du transport n'a pas complètement franchi. Heureusement qu'il va y avoir des conférences cet après-midi, puis sur ces choses-là, mais tout le numérique n'a pas percolé autant qu'on pourrait le penser dans ce domaine du transport, qui, par certains côtés, reste un petit peu vieillot, on va dire. Hein. Et ça, c'est quand même important. Il y a eu quelques progrès, bien sûr, hein, de connexion, des inforoutes, des ceci, cela, accessibles, bien évidemment, des cartes accessibles dans les véhicules. Mais en termes de multimodalité, ça reste relativement faible. Il y a besoin vraiment d'accélérer. Je rappelle quand même que tous les circuits actuels ne nous ont pas non plus apporté une accessibilité aussi grande que ce que l'on voudrait dans un certain nombre de cas. Hein. Dans une région agroforestière comme la nôtre, l'accessibilité dans les forêts, un petit peu haut dans les montagnes, etc., c'est quand même pas terrible avec les moyens que l'on a aujourd'hui, et ça demande donc à ce que l'on réfléchisse à d'autres moyens, d'aérien de courte distance. Il y a des choses comme ça, on peut faire des tas de choses avec des rails, et pas seulement y mettre des trains. Hein. Je suis un peu effaré de voir qu'on a l'impression que des rails, ça ne sert qu'à mettre des trains dessus. On peut y mettre plein de choses. Et donc, à la fois aider à la mobilité des personnes, à la mobilité des biens. Voilà. On est dans une situation quand même, avec le transport actuel, de gabegie énergétique. Hein. Et on peut avoir une situation bien plus favorable. Quand je dis gabegie énergétique, c'est simplement par le fait que les motorisations thermiques ont quand même un faible rendement. Hein. C'est entre 15% dans les villes et puis 25% sur les routes. C'est quand même pas brillant, donc on consomme d'une façon… Et là, on peut quand même évoluer vers quelque chose d'extrêmement positif, hein, même de plus intellectuellement satisfaisant, en se disant j'essaie d'utiliser l'énergie dont j'ai besoin. C'est fondamental. Et puis, je pense quand même qu'en termes d'accidentologie, on n'a pas bénéficié, là encore, de tous les atouts dont nous pourrions bénéficier. Je suis assez frappé de voir que, bon, et je connais bien tous les systèmes d'aide à la conduite, etc., mais on me parle en même temps, hein, et je connais assez bien, et puis de toute façon, Michel va en parler un peu plus tard, de véhicules autonomes. On parle de systèmes permettant d'éviter les accidents justement sur ces véhicules autonomes. On a les images de véhicules Google, etc., etc. Et puis à côté de ça, on a des véhicules quand même pour lesquels les taux d'accident restent très élevés. Et on a l'impression que la symbiose n'est pas faite. Et soit on reste dans le monde quasi ancien, soit on va basculer dans l'univers de demain. C'est absolument pas raisonnable. Et il y a effectivement une synthèse là qui est à opérer, qui malheureusement n'est pas. Voilà. Donc il me semble que tout ce contexte-là nous amène à dire on ne peut pas en rester là où nous sommes. Il est absolument essentiel de bouger. J'ai voulu rappeler un certain nombre de dimensions. Les propos introductifs que vous avez tenus montrent qu'effectivement, localement, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Mais je dirais que d'une façon générale, quand j'observe ce qui se fait chez nous, nous sommes un petit peu en France les rois de l'expérimentation et les rois du pilote. Il y a partout des pilotes, partout des expérimentations. Le passage à l'échelle, en revanche, est un problème. Est un problème. Je dirais que d'une façon générale, à la fois la République, la République française, voire l'Europe, sont très généreuses pour aider à l'émergence justement de pilotes, d'expérimentation. Il y a beaucoup moins de choses sur le passage en pré-industrialisation. J'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé moi aussi sur des projets assez novateurs chez Michelin et je me suis un petit peu heurté à ces choses-là. Et puis, depuis quelques années, on a du mal collectivement dans notre processus décisionnel, dans notre processus de prise de risque, à franchir le pas du passage de ces expériences réussies, de petite moyenne dimension, à quelque chose de beaucoup plus important. Et ça, c'est quand même notre grande problématique. Avec une problématique qui est souvent doublée d'un certain nombre, le soleil me gêne un petit peu, je suis en face d'une fenêtre, ça va être mieux comme ça, problématique qui est doublée par le fait qu'on a un certain nombre de dogmatismes qui continuent d'exister. Quand j'entends des choses, il faut baisser la mobilité, ça m'inquiète énormément.
Ça m'inquiète énormément d'entendre des choses comme ça qui me paraissent, personnellement, hein, j'accepte la critique, il n'y a pas de problème, des absurdités. Je pense que ce qui est important, c'est que l'on sache contrôler les niveaux de mobilité, d'autocontrôler les niveaux de mobilité que l'on veut avoir. Et Dieu merci, vous voyez, on est en train de… Je n'ai pas pu venir au Puy à cause du confinement, je serais venu sinon avec grand plaisir. Et là, Zoom s'est substitué, c'est formidable. On peut donc se voir et c'est très bien. Et j'apprécie au fond de pouvoir rester chez moi pour pouvoir discuter avec vous. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des formes de mobilité sur lesquelles on a peut-être on a un petit peu exagéré. Mais attention à ne pas limiter les mobilités. Hein. Moi, j'ai bien connu l'Union soviétique. J'ai bien connu la Chine, moi au départ, dans laquelle, je dirais, une certaine forme de limitation de mobilité était institutionnalisée. C'est pas drôle, hein, c'est pas très drôle. Je préfère notablement être dans les systèmes actuels, voire même avec les défauts que ça peut impliquer. Donc attention. Et d'un point de vue très pragmatique, on sait que par exemple dans le monde, on perd 30 à 40% de la production agricole mondiale uniquement pour des déficits d'accès. C'est-à-dire que la mobilité dans le monde, elle est loin d'être suffisamment développée, y compris dans des pays développés comme les nôtres. Hein. Voilà, donc ça me paraît vraiment essentiel de l'indiquer. Donc attention à ce genre de choses. Je vois beaucoup aussi, récemment encore à New York, un vice-maire de New York expliquait dans sa conférence que New York pourrait accueillir dans son cœur de ville encore 3 millions d'habitants. Voilà, parce que ça éviterait qu'il y ait trop de décentralisation, d'urbanisation galopante autour de ça. Oui, peut-être. Ça ne me paraît pas forcément la solution, là encore, d'arriver à des surconcentrations de population dans de très grandes villes. Et il me semble que la pandémie devrait nous aider justement à éviter aussi ce genre de choses. Hein. Voilà, on voit bien que dans certains cas, c'est quand même pas forcément désagréable d'avoir des habitats un petit peu plus dispersés. Donc il y a une sorte de dogmatisme comme ça sur il faut limiter certaines formes de mobilité, il faut concentrer l'habitat, ça fait un peu partie de la doxa d'un certain nombre de réflexions que je vois beaucoup au niveau de l'ONU, beaucoup même dans un certain nombre d'ONG, et qui ne me paraissent pas du tout aller dans le sens, en tout cas, de ce que moi je préconise. Hein, et qui ne me paraissent pas du tout aller dans le sens de la facilité que l'on doit développer dans le cadre de territoires. Bien. Et puis après, il y a beaucoup de dogmatismes un petit peu scientifiques et techniques. Je rappellerai celle des années 90. Celle des années 90, c'était quand même, à mon avis, extrêmement intéressant. Moi, j'ai beaucoup connu ça. J'étais déjà aussi un peu à l'époque conseiller là, auprès de l'Agence internationale de l'énergie. Et il y avait beaucoup cette idée qu'il ne fallait pas s'inquiéter dans le transport. Voilà, hein, les énergéticiens nous passaient ce message-là. Ne vous inquiétez pas. Du pétrole, il y en a encore beaucoup. Bon. Et si effectivement on ne veut plus s'occuper de pétrole parce que ça envoie du CO2, parce que ça pollue dans les villes, etc., ne vous inquiétez pas, on va vers le monde de l'hydrogène. Ça a été la doxa des années 90. C'est intéressant d'ailleurs parce que ce thème, on le voit beaucoup apparaître par exemple dans les discours de l'État de l'Union des présidents américains. Chaque année, il y avait un petit discours sur l'avènement de la société de l'hydrogène. Jusqu'en 2002 ou 2003, je ne me souviens plus, il y a une année là, où alors l'hydrogène a disparu et on nous dit que l'avenir est aux alcools cellulosiques. C'est intéressant. Hein. Voilà. Et puis à partir de 2004, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce qu'on a bien compris que, évidemment qu'il y a une place pour l'hydrogène, évidemment qu'il y a une place pour les alcools cellulosiques, évidemment qu'il y a une place pour les batteries. Il y a une place pour tout demain. C'est bien ce qui rend l'avenir si passionnant et en même temps si difficile à maîtriser parce que tous autant que nous sommes, c'est très facile de se dire aujourd'hui c'est ça, j'ai une solution monolithique, hein, pétrolier dans les voitures, et puis demain ça sera autre chose et c'est unique, c'est simple, j'investis, je prends quelques politiques publiques dans ce sens. C'est relativement simple à gérer, à la fois pour un gouvernement, pour des acteurs de collectivités territoriales, pour des entreprises, et puis à la limite pour les citoyens qui se disent moi aujourd'hui j'achète ça, et demain j'achèterai ça, c'est très clair. Or, l'avenir n'est pas là. L'avenir, il va être justement dans cette gestion d'un cocktail d'options énergétiques. Et ça, c'est très difficile à gérer, parce que si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui
qui vous dit demain, voilà ce qui va se passer en termes d'énergie dans le transport, voilà les proportions respectives de ce qu'il va y avoir, eh bien, je vous invite à lui dire tout de suite, c'est un charlot. Voilà, personne ne sait. Personne ne sait. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, on va aller vers plus d'électrique, c'est qu'effectivement, on va essayer de développer davantage de biomasse, c'est effectivement que l'on va forcément continuer à avoir un petit peu de carburant fossile, et nous allons y venir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais gardons-nous bien de ces visions monolithiques, dogmatiques, sur une pseudo-base scientifique qui sont effectivement très, 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 très embêtantes. Je rajouterai une chose sur laquelle il faut faire très attention également dans le domaine des dogmes. Hein. Alors, je pense que ce n'est peut-être pas trop un problème au puits encore, parce que ce n'est pas dans une très, très grande ville, évidemment, mais quand j'entends déjà dans pas mal de villes moyennes chasser les voitures et développons les transports en public, je me dis que moi, je n'aime pas du tout cette manière de dire on chasse, hein, d'une part, parce que la liberté, c'est trop important. On a besoin d'absolument toutes ces choses-là. Et attention aux transports en public, il nous en faut. Il nous en faut, mais il nous en faut de deux natures. Les transports publics que je qualifierais de classiques et de formels, c'est-à-dire la ligne de bus qui a un cheminement avec des arrêts auxquels les gens attendent, etc. Enfin, voilà, on a besoin de ça, ça structure une ville, ça structure une desserte, hein, que ce soit en bus, que ce soit en rail sur certaines villes, en tram et autres, ça, on a besoin de ça. On a de plus en plus besoin de transports public informel, c'est-à-dire à la demande, hein, et j'ai noté avec plaisir, donc ça a été évoqué dans les propos tout à l'heure de Jean-Paul, et ça, on en a besoin de plus en plus. Voilà. Et il faut faire attention à ne pas se lancer non plus dans des investissements pharaoniques sur la solution première et oublier complètement la deuxième, hein, en sachant que la deuxième est aussi porteuse de beaucoup de bénéfices et qu'elle est en fait demandée par pas mal de personnes. Voilà, donc ces choses-là sont importantes. Et il faut vraiment éviter ces dogmatismes. Alors, on en revient à notre cœur de sujet, c'est-à-dire décarboner et ce changement d'énergie. Soyons très clairs. Je pense personnellement qu'il faut décarboner. Il faut tout faire pour décarboner parce que tous les éléments que je vous ai présentés en début d'exposé me semblent importants et qu'il y a urgence à aller vite. Parce que moi, je connais aussi pas mal l'Afrique, là, et je vois les drames que le réchauffement climatique est en train de faire. On en souffre encore assez peu chez nous, hein, même s'il y a des petites choses, des petits signes, mais on en souffre. Mais c'est quand même un vrai sujet, et il faut vraiment qu'on aille vite dans ce domaine-là, pour toutes les raisons, hein, à la fois de correction des défauts et les aspirations à quelque chose de neuf qu'il nous faut engager. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le cas de la France. En France, on a, et c'est rappelé dans la loi d'orientation des mobilités, hein, vous avez certainement suivi ça, c'est arrivé à Noël, juste Noël, hein, le 24 ou le 26, je ne sais plus. Et donc, ce Noël-là, vous n'avez forcément regardé que la LOM, hein, qui est arrivée à un moment assez particulier, cette loi d'orientation des mobilités, qui est là pour préparer justement la manière dont nous allons bouger, nous les citoyens. Hein, en sachant que la LOM, pour ceux qui connaissent et qui sont venus là, ne s'intéresse en fait qu'à la mobilité des personnes, non pas à la mobilité logistique. Et donc ça, c'est une facette supplémentaire qu'il est important de ne pas ignorer, on en parlera également. Mais sur le socle de cette loi d'orientation des mobilités, la France réaffirme sa volonté de décarboner en 2050. Super, je suis à fond pour. Est-ce que c'est possible de décarboner notre économie? La réponse est globalement oui. Une étude très intéressante qui a été faite par Entreprises pour l'environnement, c'est-à-dire une association de grandes entreprises, a publié quelque chose qui s'appelle ZEN 2050, hein, zéro émission nette en 2050, qui montre que globalement, oui, si on démarre tout de suite, si on engage des mutations extrêmement radicales, il y a juste un petit hic qui est qu'on n'a pas suffisamment de biomasse. Voilà. C'est-à-dire que sur l'ensemble des solutions qui vont être développées, on fait souvent référence à la biomasse, en disant que la biomasse, elle va nous servir à faire ça, elle va nous servir un petit peu dans les transports et ça. Donc finalement,
quand on somme tout ça, on se rend compte que dans un pays comme la France, qui a pourtant beaucoup de forêts, hein, qui a quand même une activité agroforestière absolument, absolument remarquable dans le monde, c'est pas là où il y a le plus, mais enfin, on est quand même très très bien placé, on n'a pas tout à fait ce qu'il faut. Enfin bon, on n'est pas loin de cette situation de décarbonation. Mais j'insiste bien sur un fait, c'est une zen, zéro émission nette. Ça veut dire qu'en termes de décarbonation, il est à ce jour rigoureusement impossible de décarboner complètement notre transport. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et donc, il faut avoir le bon sens de se dire, en même temps que je fais tout pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, hein, CO2 en particulier, je dois réfléchir activement aux manières qui s'offrent à moi de compenser, hein, et pas financièrement, mais de compenser réellement les émissions de CO2 qui vont continuer d'exister en 2050. C'est pour ça que lorsque l'on évoque cet horizon de 2050 pour la France, quelques autres pays d'ailleurs ont pris le même objectif que nous, et c'est très bien, mais il faut bien avoir en tête qu'il nous faut préparer plusieurs démarches. La première, c'est que, bien sûr, il nous faut travailler sur la valorisation des options qui nous sont offertes par la génération d'électricité bas carbone. Et vous noterez bien que je fais attention à dire bas carbone et non pas zéro carbone, parce que zéro carbone, je ne connais pas. Ça n'existe pas. Si vous prenez le pays au monde qui a le système électrique le plus vertueux en termes d'émissions de CO2, c'est la Norvège. Tout y est quasiment hydroélectrique. Ils ont une électricité qui sort, hein, quand on la prend à la prise d'un foyer norvégien, qui est inférieur à 20 grammes de CO2 au kilowattheure. Voilà, 20 grammes de CO2. C'est pas zéro. C'est pas zéro. Hein. La moyenne dans le monde de l'électricité est aux alentours des 400-450 grammes de CO2 au kilowattheure. En France, où nous avons, comme vous savez, un parc nucléaire important, donc faiblement carboné, et puis quelques compléments d'hydroélectricité, etc., on est, je ne sais plus exactement le chiffre en tête, mais on est en dessous de 100 grammes de CO2 au kilowattheure, ce qui est très très bien. Quand on compare par exemple à ce qu'est l'Australie, qui elle est quasiment 100% charbon et qui doit être aux alentours des 850 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc vous voyez un petit peu cette panoplie-là, c'est très important. Et donc, il faut se dire, qu'est-ce que je fais avec l'électricité? L'électricité que je peux obtenir en utilisant les grandes forces de la nature, si je puis dire, hein, le soleil, le vent, l'eau, le magma, hein, géothermie, etc. etc. Bon, voilà, ça c'est une première source. Et avec ça, je peux faire de l'électricité. Cette électricité, comment je vais l'utiliser ensuite dans des véhicules, quels qu'ils soient, je peux soit l'amener par des lignes, hein, et c'est typiquement ce qu'on voit sur tout ce qui est système à caténaire. Voilà, très bien. C'est une première voie, utilisation directe. Deuxième voie, et elles ne sont jamais complètement à l'exclusion l'une de l'autre. Hein. La deuxième voie, c'est d'utiliser des batteries. Batterie, c'est un stockage d'électricité. J'ai l'électricité, je charge ma batterie, je fais une transformation chimique, hop, et je récupère de l'électricité derrière. Parfait. Très bien. Alors, on est passé du plomb aux batteries alcalines. Maintenant, on est au système de lithium-ion. On ira vers d'autres systèmes parce qu'on n'a certainement pas fini avec le lithium, même si c'est quand même une très, très belle technologie déjà. Voilà. Après, on peut, avec cette électricité, essayer d'électrolyser de l'eau. Voilà. J'ai de l'électricité propre, j'électrolyse de l'eau. Le rendement n'est pas toujours exceptionnel, mais enfin bon, j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène propre. Cet hydrogène, je peux l'utiliser ensuite après l'avoir comprimé, ou liquéfié, je peux le mettre dans des véhicules et l'utiliser dans des piles à combustible. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Voilà. Et puis même avec cet hydrogène que je peux utiliser soit dans les piles à combustible, soit éventuellement en combustion directe dans mes moteurs, je peux aussi, dans certains cas, et ça peut être intéressant, pas toujours d'un coût absolument phénoménal, mais refaire à partir de cet hydrogène que j'ai,
en récupérant du CO2 que j'ai récupéré dans l'atmosphère ou sorti de cheminée d'usine, etc., je peux, avec cet hydrogène et ce CO2, refaire un certain nombre de chaînes hydrocarbonées qui vont me servir éventuellement à le mettre dans un moteur à combustion. Bon, voilà, donc on peut faire, vous voyez, plein de choses. Même chose un petit peu après avec la biomasse. Avec cette biomasse, je peux, comme on le voit déjà aujourd'hui, avoir une création d'un certain nombre d'agrocarburants, comme on a dit, à la fois du type compatible avec l'essence, c'est-à-dire des alcools. Hein. Là encore, les rendements ne sont pas toujours exceptionnels, mais ça fonctionne. Et dans des pays comme le Brésil, dans les pays de toute cette ceinture tropicale, c'est une solution assez intéressante. Pas d'intérêt en Sibérie ou en Alaska, c'est absolument clair. Voilà, on a la possibilité, à partir des agrocarburants, d'extrapoler ce qu'on fait déjà un petit peu au niveau de pilote avec les deuxième génération, c'est-à-dire globalement l'exploitation des produits agroforestiers, troisième génération avec les algues. Alors tout ça, on l'a au niveau de pilote, on a au niveau de petites usines, mais ce n'est pas très développé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la filière du biogaz. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène justement des territoires comme le nôtre, où vous connaissez certainement une société comme GTEAS, hein, qui est une très belle entreprise moyenne là, sur les méthaniseurs, qui opère sur plusieurs sites de l'Auvergne et avec un certain nombre d'effluents on est capable de récupérer du biogaz. Et à ce moment-là, ce biogaz, on l'utilise dans des moteurs à combustion. Voilà, et donc toute cette biomasse, elle a déjà utilisé du CO2. Lorsqu'on va brûler le biogaz, on va en régénérer, mais globalement, le bilan va être un petit peu équilibré, hein, pas tout à fait, mais un petit peu quand même. C'est une solution, par exemple, à laquelle les Allemands pensaient beaucoup à la suite de l'accord de Paris, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup envie de changer les technologies de leur industrie nationale, qui est très puissante. Ils ont établi comme l'image de leur pays, de leur industrie automobile sur des véhicules puissants, lourds, confortables, etc. Donc, c'était assez intéressant de voir, juste après la COP de Paris, les Allemands se précipitaient sur cette idée de dire on va faire ça, ce qu'on appelle des électrofuels. Hein, on électrolyse de l'eau, on fait de l'hydrogène, on combine avec du CO2, et on a une chaîne hydrocarbonée. Bon, depuis, ils en sont revenus, ils sont plus sur des investissements sur l'électrique. Et c'est tout à fait intéressant de voir qu'on a à notre disposition beaucoup d'outils. Le point principal qu'il faut avoir en tête, c'est que tous ces outils dont j'ai parlé, aujourd'hui, personne ne peut assurer que nous en aurions véritablement suffisamment pour répondre à une demande qui serait équivalente ou supérieure, excusez-moi, à ce que l'on a aujourd'hui grâce aux énergies fossiles. C'est-à-dire que si je parle de batteries, dans le domaine des batteries, bon, du lithium, il y en a quand même pas mal, il est mal géré, il n'est pas présent uniformément dans le monde, mais enfin, bon, on peut quand même arriver à en trouver beaucoup dans le monde. Le cobalt, dont on a besoin comme adjuvant dans certains cas, là, en revanche, il y a quelques limitations. On trouvera des alternatives, mais globalement, ce n'est pas forcément évident. Pour les piles à combustible, on a aujourd'hui besoin de catalyseurs à base de platine. Bon, d'une part, ça coûte cher, et d'autre part, et on n'en a pas des quantités absolument phénoménales. Là encore, on trouvera forcément des solutions. Mais dans l'horizon qui nous intéresse, cet horizon de 2050, il ne faut pas parler d'un avenir qui est reporté à des années-lumière. Mais dans cet horizon de 2050, où on veut, dès la décennie prochaine, changer les modalités des gens, on peut avoir dans l'ensemble de ces solutions des limites. Hein. C'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant de se dire, bon, je peux aller vers ces systèmes très fortement ou faiblement carbonés, très faiblement carbonés, voilà. Mais il faut que j'y aille à la fois résolument, parce que c'est la seule manière que j'ai de pouvoir effectivement me passer d'un certain nombre de quantités d'énergie fossile. Ça, c'est absolument clair. J'y vais résolument. Mais en même temps, je dois savoir que je dois le faire avec une certaine frugalité, c'est-à-dire qu'il faut que je me limite un petit peu en quantité de choses. Et quand je vois, par exemple, des véhicules aujourd'hui du type SUV électrifiés, bon, rien à dire aujourd'hui,
Mais ce n'est évidemment pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que globalement, des véhicules lourds exigent soit de très grosses batteries, très lourdes, gros volume, etc., soit des piles à combustible, et souvent c'est des deux d'ailleurs, des piles à combustible très puissantes. L'avenir doit être à la légèreté. C'est effrayant de voir qu'on est passé de véhicules qui, globalement, dans les années 60-70, faisaient 800 kg, à quelque chose qui est plus maintenant de 1 tonne 2, 1 tonne 3, 1 tonne 4, voire au-delà. C'est une tendance moyenâgeuse pour moi. L'avenir doit être quand même davantage à des solutions intelligentes et légères. Ça a d'ailleurs toujours été le leitmotiv chez Michelin. Plus c'est léger, mieux c'est. Et c'est vrai, c'est vrai. Énergétiquement, il n'y a pas de mystère. Ça n'est jamais dans la lourdeur que l'on peut trouver des solutions intéressantes. Voilà. Donc, je crois que c'est très important de se dire ça. Hein. Il y a toute une filière électrique avec des variantes. Hein, parce que dans les variantes, bon, j'ai parlé de batterie, j'ai parlé de piles à combustible. Très bien. Tous les systèmes d'induction sont possibles. On a beaucoup de choses possibles. Chez Michelin, j'avais d'ailleurs eu l'occasion de faire des prototypes où on voyait bien que l'optimum était de conjuguer ces technologies. Hein. Batterie de taille raisonnable, pile à combustible de puissance moyenne, la puissance que vous voulez avoir avec un petit coup de supercondensateur, c'est formidable. Et donc là encore, on est toujours dans cette idée, vous voyez, les solutions ne sont pas monolithiques, c'est toujours dans la combinaison d'un certain nombre de choses que la modernité va éclore dans les années qui viennent. Voilà. Donc, ces nouveautés, hein, valorisation de la biomasse aussi en plus des temps, utilisation limitée de carburants fossiles, parce que je pense qu'à très court terme, on n'est absolument pas capable de s'en défaire. Voilà, ça ne serait absolument pas raisonnable, mais à la condition d'évoluer vers des technologies de véhicules quand même beaucoup plus frugaux en termes d'utilisation de cette énergie fossile, parce que là, on peut, on ne sait pas, hein, on ne sait pas capter du CO2 facilement en sortie d'un tuyau d'échappement. Et donc, si on veut aller vers une société décarbonée, il faut impérativement qu'on y rajoute une quatrième dimension, hein, la filière électrique et dans ses variantes, la filière biomatériaux dans ses variantes, une consommation modérée de ces énergies fossiles que nous connaissons bien, que ce soit du pétrole ou du gaz. Bon, le gaz, vous savez, a l'avantage d'être très, très, très présent dans le monde, moins polluant dans sa combustion et d'émettre 15% de moins globalement en CO2 que le pétrole. Donc, c'est une solution qui n'est pas inintéressante pour un certain nombre d'applications, notamment peut-être des poids lourds. Hein, c'est ça. Et puis, la quatrième dimension fondamentale, si on veut aller vers une société décarbonée, c'est de travailler, ce qui ne se fait pas, c'était impressionnant. J'en ai parlé plusieurs fois au gouvernement sur ces questions-là, auprès de direction des transports, etc. Il faut travailler sur ce qu'on appelle le CCUS, c'est-à-dire des systèmes de captation du CO2, en vue d'un usage ou d'une séquestration. C'est-à-dire que ce CO2 que j'émets, il faut que je le récupère. Alors, ce n'est pas difficile de le faire dans le cas d'une usine, hein, parce que là, on a une production localisée, donc on sait récupérer, au fond. Si on veut le faire, on peut le faire. Et puis après, de se dire, bon, ce CO2 récupéré, qu'est-ce que je fais? Alors, soit je le réinjecte dans des aquifères, dans des ceci. Bon, ce sont des solutions qui fonctionnent. Elles peuvent prêter le flanc à un certain nombre de considérations écologiques, certaines parfaitement légitimes, d'autres non, mais certaines oui. Voilà. Et puis aussi se dire, avec ce CO2, je sais qu'il y a des chimistes dans l'audience, on sait faire plein de choses. Hein, on sait faire plein de choses. Au minimum, on sait faire, c'est pas brillant, mais enfin, on peut faire ce que les huîtres font, c'est-à-dire à partir du CO2, en refaire du carbonate de calcium. Hein, voilà, on aurait des petites collines blanches de carbonate de calcium qui pourraient arriver là. C'est pas brillant, mais au moins c'est une manière de se défaire du CO2. Mais il y a beaucoup d'autres manières possibles de travailler sur cela. Évidemment, dans une région agroforestière comme la nôtre, on ne peut pas ne pas penser à toute l'exploitation qui peut être faite avec les puits de carbone liés aux activités justement agroforestières et forêts en particulier. Et il me semble qu'il y a là des sujets dont il faut que nous nous saisissions beaucoup plus fortement. Hein, voilà. Donc, c'est important. Et pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas à ces choses-là? Pourquoi on ne pousse pas à la recherche? Par dogmatisme. Je le dis parce que j'ai posé la question, et chaque fois je me fais remettre dans mes cordes.
parce qu'on me dit, oui, mais si on travaille trop ou on offre la possibilité de récupérer ce CO2 et de l'éliminer, on n'arrivera jamais à se défaire du carbone. Alors, je trouve que c'est très infantilisant comme démarche et que surtout, c'est une manière de ne pas nous préparer à l'avenir et de rater des opportunités. Voilà, on arrive quasiment à la fin. Je vais prendre encore 3 minutes simplement pour dire sur ce panorama-là. D'une part, je réaffirme que oui, il faut décarboner. 2, on a ces 4 grands chapitres à couvrir. 3, un territoire comme le nôtre peut être parfaitement adapté à cela. Il faut que nous développions, plus que ce n'est le cas aujourd'hui, d'expérimentation sur tout ce qui est biomasse, sur ce qui est génération décentralisée d'hydrogène, génération décentralisée d'électricité, c'est absolument en complément bien sûr de ce que le réseau national peut apporter. Et il me paraît important de bien se dire que dans ce domaine-là, il existe un contexte juridique, un contexte de politique publique qui est là, qui est censé faciliter. Cette LOM, cette loi d'orientation mobilité dont j'ai parlé, elle est là pour offrir les bases, en définitive, de l'action que nous pouvons les uns et les autres mener. Mais elle ne suffit pas. Hein. Moi, j'ai été mandaté par Madame Borne pour justement piloter la partie mobilité plus propre des assises de la mobilité, donc j'ai bien vu ça, j'ai fait des propositions, certaines acceptées, d'autres pas, les plus radicales n'ont pas été acceptées, mais il est évident que cette loi offre beaucoup de possibilités aux acteurs, aux collectivités territoriales, élus et entreprises, etc., pour justement prendre des initiatives qu'il faut prendre, et il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui le fasse, il ne le fera pas. Et n'attendons pas, bien sûr, que ce soit au niveau international. Ce n'est absolument pas sa mission. Les négociations entre pays sont compliquées. Hein. Comprenez bien qu'aller dire à des pays qu'on ne va plus utiliser leur pétrole, ce n'est pas très enthousiasmant, ça ne facilite pas les choses. Donc, n'attendons pas, effectivement, que les choses se passent à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle moi j'ai été conduit à me dire, bon, le niveau international fait ce qu'il peut, c'est la suite des négociations de Paris, parfait, très bien, ça va avancer, mais ça avancera lentement. Hein. Au niveau national, le contexte des politiques publiques est à peu près là. On a dit qu'en 2050, on voulait être décarboné. On a dit qu'en 2040, il n'y aurait plus de vente de véhicules traditionnels utilisant des énergies fossiles carbonées. Très bien. Tout ça est annoncé. OK. Après, on a fixé un certain nombre de règles d'amélioration de l'existant. On a bien positionné des autorités organisatrices de mobilité. On a renforcé le rôle des communes, le rôle de la région dans tout ça. Donc, le cadre est là. Mais attention, tous les ingrédients ne sont absolument pas là. Et pour arriver à ces objectifs 2040-2050, il faut que nous lancions des choses. Ce message-là, il est fondamental et c'est le message que je veux essayer de passer au niveau de notre région en disant c'est une occasion exceptionnelle pour notre région de valoriser ses atouts, on en a beaucoup, et de se positionner dans l'avenir et avec certainement des bénéfices de rayonnement tout à fait remarquables.